Au pays des trois Kim, par Pascal Daillès-Burgeon. La Corée du Nord fascine. Voilà 3/4 de siècle qu'elle vit sous le joug d'une des dictatures les plus féroces de la planète, qui a en outre réussi le tour de force paradoxal de se muer en monarchie absolue, et rien ne semble indiquer que la situation puisse évoluer. Comment est-ce possible? Les trois Kim, qui se sont succédés au pouvoir, aussi déterminés et impitoyables les uns que les autres, fournissent une des clés de l'énigme. Mais c'est aussi le système qu'ils ont bâti, fait d'arbitraire, de violence ciblée et de propagande intense, permettent à leur tyrannie de fonctionner à plein régime. Depuis 1945, le monde a bien changé. Les ennemis d'alors ont retroussé leurs manches pour esquisser les bases d'une paix collective, fragile sans doute, mais dont chacun se réclame. L'économie de marché a fini par supplanter le communisme, remisant la guerre froide au chapitre des livres d'histoire. Après avoir marché sur la Lune, l'homme s'est lancé à la conquête des espaces virtuels. Mais il y a pourtant un pays où tout est resté en l'état, la Corée du Nord. Décennie après décennie, génération après génération, tout s'y résume aux décisions, aux caprices et à l'existence même de la dynastie au pouvoir. Certes, en 3/4 de siècle, l'autocratie a changé de main, à Kim Il-sung, qui a régné de 1945 à 1994, a succédé son fils Kim Jong-il, de 1994 à 2011. Puis son petit-fils, Kim Jong-un, au pouvoir depuis déjà 10 ans. De satellite stalinien pur et dur, la Corée du Nord s'est transformée en état voyou survivant à coups de trafic et de chantage nucléaire. Mais la dynastie, elle, perdure, immuable et figée, comme si le temps n'avait pas de prise sur elle. La propagande nord-coréenne le souligne d'ailleurs à l'envi. Kim Jong-il, c'est Kim Il-sung, et Kim Jong-un, c'est Kim Jong-il. Kim Il-sung Auguste. Il faut dire que les trois Kim ont tout fait pour en arriver là. Chacun d'eux a sa personnalité, son caractère et ses obsessions. Mais tous partagent une même soif inextinguible de pouvoir. Tout a commencé avec Kim Il-sung. La propagande nord-coréenne en a fait l'alpha et l'oméga de la saga nationale, le triple avatar du Bouddha, du Christ et de Tangun, l'ancêtre mythique du peuple coréen. C'est à lui et à lui seul que son peuple devrait la liberté, le progrès et le bonheur auquel il aspire depuis des millénaires. La réalité est tout autre. Issu de la paysannerie, enrichi matinée de bourgeoisie protestante, Kim Song-ju, qui prendra plus tard le surnom plus glorieux de Il-sung, le soleil, était promis à un avenir anonyme. Dans la Corée d'alors, passée sous le joug japonais depuis 1910, il fallait appartenir à l'aristocratie collaborationniste pour espérer réussir. Comme tant d'autres jeunes Coréens dans son cas, Kim Il-sung va donc tenter sa chance dans ce Far East chinois qu'est devenu la Mandchourie, depuis que l'Empire du Milieu s'est effondré en 1908. Après s'être essayé sans succès à la contrebande, il se découvre des talents de meneur d'hommes. Même si on a beaucoup exagéré ses exploits, il fait à l'occasion le coup de feu, comme Staline, dans sa jeunesse. Mais c'est avant tout un tacticien. Il n'a pas son pareil pour monter des opérations, animer des réseaux et susciter les fidélités qui cimentent son autorité. Recruté par les communistes chinois qui organisent la résistance anti-japonaise dans le Nord, il en gravit les échelons 4 à 4, quitte à faire trébucher discrètement ce qui pourrait lui faire de l'ombre. En 1941, le Japon ayant repris l'avantage, Kim Il-sung se replie en URSS, où, à défaut de combattre, il manœuvre. Intégré dans l'armée rouge, il y noue les contacts nécessaires pour que son nom parvienne jusqu'à Moscou. Bonne pioche. À Yalta, en février 1945, les Alliés ont promis à la Corée qu'elle recouvrerait son indépendance. Mais, comme il se méfie de son élite qui s'est beaucoup compromise avec l'occupant, il décide de l'administrer conjointement. On songe donc à Kim Il-sung pour la zone soviétique, constituée en août 1945, au lendemain de la défaite du Japon. Staline le méprise, mais ne dispose d'aucune alternative crédible. Après tout, il est fringant, il ne manque pas de bagou, et a su donner des gages de souplesse. Fin septembre 1945, l'URSS le bombarde à la tête d'un comité provisoire du peuple, sous l'étroite surveillance d'un apparatchik soviétique. À 33 ans, le voilà au pouvoir. Il ne le lâchera plus. Pour cela, tous les moyens sont bons. Il commence par montrer patte blanche, en obéissant scrupuleusement à Staline, qui, en septembre 1948, a fait du Nord une république satellite, puis en faisant les yeux doux à Pékin, où Mao a fini par prendre le pouvoir en octobre 1949. Mais il ronge son frein. En sous-main, il a réussi à équiper ses partisans pour faire une armée digne de ce nom. En juin 1950, le moment lui paraît venu de prendre son envol.
ayant persuadé ses mentors qu'il ne ferait qu'une bouchée de la république bananière que Washington a laissé pourrir au sud, il se lance dans une guerre de réunification. L'opération tourne au fiasco. Les États-Unis et leurs alliés repoussent l'offensive. La Chine entre dans la danse et on est à 2 doigts de la Troisième Guerre mondiale. Après 3 années de combats meurtriers, mais indécis, lorsqu'il faut en revenir au statu quo d'une Corée coupée en deux en juillet 1953, le conflit a ravagé la péninsule et fait 3 millions de morts. Qu'à cela ne tienne, loin de l'affaiblir, cette tragédie renforce Kim Il-sung, qui peut s'enorgueillir d'avoir fait plier la première puissance mondiale. Jouant à nouveau les résistants, il entend désormais faire du Nord un parangon de progrès. Les résultats sont impressionnants. À grands coups de campagne stakhanoviste, le pays s'industrialise au pas de charge. L'accès à l'alimentation, à l'éducation, à la santé cesse d'être des privilèges réservés à l'élite. Mais à quel prix? Kim et son clan s'emparent de tous les leviers de commande. Ses opposants sont emprisonnés, puis disparaissent, victimes de procès truqués. À partir de l'été 56, où il survit une tentative de coup d'État, ses partisans eux-mêmes font l'objet de purges régulières, qui mettent un terme à la moindre velléité de critique. C'est à cette époque que Kim Il-sung lance le juche, un vieux concept confucéen glorifiant la maîtrise de soi, recyclé pour souligner l'originalité et le succès du modèle nord-coréen. En fait, la dictature Kim n'est ni plus ni moins qu'un régime de terreur. Arrivé au fait du pouvoir, Kim Il-sung n'a plus qu'un objectif, tenir. Pour se donner une stature internationale, il courtise Mao, invite les grands leaders révolutionnaires à Pyongyang, Che Guevara par exemple, soutient les mouvements de décolonisation et flirte avec le non-alignement. Il fait même des appels du pied au régime de Séoul pour l'inciter pacifiquement à la réunification. Mais en fait, son régime dépend de l'URSS et de la Chine, qu'ils jouent l'une contre l'autre au gré de ses intérêts. Il en a besoin pour écouler sa production et obtenir les équipements militaires et le pétrole essentiels à la survie du régime. Comme la guerre du Vietnam polarise toutes les attentions, on n'en prend pas la mesure, mais le Nord s'ankylose inexorablement. À compter de 1975, les résultats économiques du régime de Séoul dépassent ceux de Pyongyang. Le rapport ne s'inversera plus. Cette suprématie s'accroît à mesure que le bloc socialiste se lézarde. Après la Chine, que la mort de Mao, en 1976, a converti à l'économie de marché, l'URSS elle-même se lance sur la voie du changement avant de sombrer corps et biens en 1991. Pékin et Moscou ont désormais d'autres urgences que soutenir Pyongyang. Kim Il-sung se contente pourtant de faire le dos rond, sans rien changer. La soixantaine passée, son énergie s'est émoussée. À l'exercice éreintant du pouvoir qu'il délègue à son fils, il préfère ses pompes, défilés militaires, tournées en province et grandes manifestations à sa gloire, comme le Festival de la jeunesse de juillet 1989, organisé pour contrer les Jeux olympiques de Séoul, qui, l'année précédente, ont souligné les progrès accomplis au sud. Dernier succès en juin 1994 lorsque Kim Il-sung, qui a toujours rêvé de dialoguer avec Washington, accueille à Pyongyang l'ancien président Carter, venu négocier, déjà, l'abandon du programme nucléaire nord-coréen. Moins d'1 mois plus tard, une crise cardiaque a raison de lui. Ses funérailles plongent le pays dans une hystérie collective qui abasourdit tous les observateurs. Quand les Nord-Coréens vont-ils se réveiller de ce cauchemar? Kim Jong-il faut l'amour. À Pyongyang, cependant, il en va comme à Versailles sous l'Ancien Régime. Kim est mort, vive Kim. Le pouvoir passe aux mains de Kim Jong-il. L'avènement du dauphin stupéfie l'étranger. Une succession héréditaire dans un pays qui se prétend encore communiste n'est tout simplement pas crédible. En outre, Kim Jong-il n'a rien de son père. Il ne s'est jamais battu. Il s'est contenté d'hériter. Contrairement à Kim Il-sung, qui, excepté une vilaine tumeur sur le cou, portait beau, même au soir de sa vie, il est petit, chafouin, complexé et libidineux. À l'issue des funérailles, il a d'ailleurs annoncé qu'il n'exercerait pleinement le pouvoir qu'à la fin du deuil confucéen de 3 ans. N'était-ce pas avouer qu'il n'effectuerait qu'une transition et que le pays passerait bientôt à autre chose? C'était mal le connaître. Car Kim Jong-il est aussi avide de pouvoir que son père. N'est-il pas né aux marches du trône? Selon la propagande, il aurait vu le jour en 1942 sur les flancs du mont Paektu, un volcan éteint de 2700 mètres, situé à la frontière chinoise, là où Kim Il-sung dirigeait la guérilla anti-japonaise. En fait, il serait né en URSS et aurait rejoint la Corée en novembre 1945, dans les fourgons soviétiques. Mais qu'importe. D'emblée, c'est un enfant à part. Non seulement son père préside aux destinées du pays, mais sa mère, également résistante, est devenue une héroïne nationale depuis qu'elle est morte prématurément, sans doute de tuberculose.
On le traite donc en petit prince rouge promis aux plus hautes destinées. Kim Il-sung ayant songé très tôt à la solution monarchique pour cimenter son régime. Mais, au sortir de l'adolescence, tout est remis en question. Kim Il-sung, qui est un homme à femme, tombe sous le charme d'une intrigante. Elle lui donne 2 fils, qu'elle pousse en toute occasion, notamment l'aîné, Pyong-il, qui porte beau et cultive sa ressemblance avec le Kim Il-sung de la résistance. Et si c'était lui, finalement, qui recueillait l'héritage? Mais Kim Jong-il a hérité le génie tactique de son géniteur. Faisant profil bas, il joue la carte de la piété filiale. Secrétaire particulier, majordome et à l'occasion homme de main, il se rend progressivement indispensable, surtout nommé à la tête du service de la propagande en 1969. C'est lui qui jette les bases d'un culte de la personnalité permanent qui devient la marque de fabrique du régime. Statues, fresques, spectacles gymniques, opéras, films, tout est bon pour célébrer l'apothéose du père de la patrie, qui est aussi son père. Cette abnégation de tous les instants porte ses fruits. Après une décennie d'hésitation en octobre 1980, à l'occasion du 6e congrès du Parti des travailleurs, Kim Jong-il devient officiellement l'héritier de Kim Il-sung. L'homme de l'ombre révèle alors sa vraie nature, absolue, cruelle, implacable, plaçant ses fidèles au poste clé de l'armée, du parti et de l'État. Il n'entend plus se contenter de gérer les acquis. La dégradation de la situation commande de changer de cap. Puisqu'on ne peut plus compter sur la Chine ou l'URSS, le Nord va se débrouiller seul. Pour qu'on le prenne au sérieux, Kim Jong-il commande une série d'attentats qui visent à déstabiliser le Sud. Rangoon en octobre 1983, Boeing de la Korean Air en novembre 1988, et, pour sanctuariser son pays, il parvient à corrompre les responsables d'anciens satellites de l'URSS ou encore le sulfureux Abdul Khan, père de la bombe atomique pakistanaise, pour entreprendre ce dont son père avait toujours rêvé, doter le régime de la force atomique. L'épouvantable famine qui frappe le pays de 1995 à 1997 et cause plus de 2 millions de morts ne le déstabilise pas. La propagande impute ce drame aux ennemis de la Corée du Nord, soutenus par Washington, et, comme son père durant la guerre de Corée, Kim Jong-il prend la tête d'une nouvelle forme de résistance, celle d'une population en lutte pour sa survie, guidée par son glorieux timonier. Durant la crise, il serre les boulons. En octobre 1998, l'autorité passe aux mains de l'armée, proclamée fer de lance du régime. Les émeutes de la faim, qui éclatent ici et là, sont réprimées dans le sang. Mais dès que la situation s'améliore, grâce à l'aide internationale, il faut lâcher du lest. En juin 2000, lors du premier sommet intercoréen, Kim Jong-il accepte l'aide économique que lui propose le Sud. Et, à compter de 2002, le pays s'entrouvre timidement à l'économie de marché, permettant à la croissance de repartir, au moins à Pyongyang et dans les villes portuaires. Pour autant, Kim Jong-il ne renonce pas à l'atome. En octobre 2006, le régime procède à son premier essai nucléaire. Comme depuis une décennie, il maîtrise la technologie balistique. On prend soudainement au sérieux la menace nord-coréenne. Alors que le Kim Il-sung des dernières années passait pour le dinosaure exotique d'un âge révolu, Kim Jong-il devient un croque-mitaine planétaire. On lui impute tous les trafics, contrebande, fausse monnaie, drogue. Les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Orgie, gabégie, paranoïa. Elles ne sont pas toutes fondées, mais on ne prête qu'aux riches. Le fait est que, de plus en plus isolé par l'exercice solitaire du pouvoir, il travaille sans cesse et multiplie les excès, notamment l'alcool. Et c'est un homme prématurément usé qui s'éteint en décembre 2011, sans avoir vraiment préparé son héritier. Mais cette fois, nul n'en doute, le pouvoir ne peut revenir qu'à un membre de son clan. Kim Jong-un le bluffeur. De fait, contrairement à la succession de Kim Il-sung qui a pris 3 ans, celle de Kim Jong-il est immédiate. Du jour au lendemain, c'est son benjamin, Kim Jong-un, qui recueille l'héritage. Comme il n'a pas 30 ans, son père a mis en place une régence, qui ne dit pas son nom, où sa sœur Kim Kyung-hui et son frère Jang Sung-taek, le mari de cette dernière, jouent un rôle clé. Fidèles de Kim Jong-il, ces thénardiers coréens ont une réputation peu flatteuse d'affairisme et de corruption. Mais comme ils sont proches de Pékin, on espère qu'ils vont initier une ouverture de régime à la chinoise. D'autant que Kim Jong-un lui-même multiplie les gestes d'ouverture. Messages d'apaisement, bains de foule, rencontre tout sourire avec la presse internationale. Nombre d'observateurs imprudents pronostiquent alors un dégel, voire un printemps nord-coréen. Ils ne tarderont pas à déchanter. En fait, comme son père avant lui, Kim Jong-un a dû se battre pour s'imposer. À l'origine, Kim Jong-il n'en avait que pour son aîné, Kim Jong-nam, né en 1971 de sa liaison avec Song Ye-rim, une des actrices les plus en vogue du moment.
Rien n'était trop beau pour ce premier fils, à qui il aurait même promis de donner la Corée. Et la naissance, une décennie plus tard, des 2 fils que lui donne Ko Young-hae, qui a remplacé Song, devenue dépressive, ne change rien à ses intentions. La sœur de Kim Jong-il et son mari ont si bien compris qu'ils entourent Jong-nam de leurs soins, comptant sur lui pour protéger leur manigance. N'étant pas destinés au trône, Kim Jong-un et son aîné, Kim Jong-chol, restent dans l'ombre. Pour les préparer à la carrière diplomatique qui attend les cadets de la dynastie, on les envoie d'ailleurs étudier en Suisse entre 1992 et 2000. Mais le scénario ne se déroule pas comme prévu. Kim Jong-un n'a ni la prestance de son grand-père, ni le machiavélisme de son père. C'est un enfant gâté, replet et bouillon, qui fait trop facilement confiance et accumule les frasques. En mai 2001, il essaye d'entrer au Japon avec un faux passeport pour visiter Disneyland, ridiculisant le régime. Mais il y a pire, puisqu'on lui promet le pouvoir. Il affiche ses désaccords avec Kim Jong-il et se prononce en faveur d'un aggiornamento libéral, au grand scandale de l'armée, farouchement attaché au statu quo. À compter de 2003, la coupe est pleine. Il part s'installer à Macao, où il vivote sans succès ni conviction de trafics équivoques. C'est à partir de ce moment que Kim Jong-il envisage de pousser ses 2 autres fils, mais sans renoncer tout à fait à convaincre l'enfant prodigue de rentrer au bercail. Cette incertitude profite à Kim Jong-un. Comme ce n'est pas un expansif, on ne s'en est pas rendu compte. Mais il a l'ambition à revendre. Même s'il n'est que le cadet de la branche cadette, il ne manque pas d'atouts. Sous ses dehors maflus, c'est un sportif qui adore crapahuter avec ses hommes. L'armée l'adore, d'autant qu'il ressemble à son grand-père. Le prétendant est aussi un homme d'action, qui n'hésite pas à frapper quand c'est nécessaire. En juin 2009, il tente de faire assassiner Kim Jong-nam. En novembre 2010, il a fait bombarder l'île sudiste de Yongpyong. Cette provocation ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à prouver qu'il n'a pas froid aux yeux. Son frère aîné, Jong-chol, lui, n'a pas cette trempe. Il n'a aucun atome crochu avec l'armée et tient à sa vie privilégiée de prince rouge. Kim Jong-il n'a donc plus le choix. Une série de promotions le prouve. Kim Jong-un sera le prochain dirigeant suprême. Rien n'est encore joué, pour autant. Contrairement à son père, qui a eu 20 ans pour se préparer, Kim Jong-un doit s'imposer. Son entourage le laisse régner, mais lui veut gouverner. Pour prouver qu'il en a l'étoffe, il n'y va pas par 4 chemins. Tous ceux qui le gênent sont éliminés. Des centaines de cadres et d'officiers sont démis, déportés ou éliminés, à commencer par le plus gradé d'entre eux, le maréchal Ri Yong-ho, en qui Kim Jong-il plaçait toute sa confiance. Pour montrer que personne n'est à l'abri, Kim Jong-un frappe jusqu'à sa propre famille. En décembre 2013, son oncle Jang Song-taek est fusillé à l'issue d'un procès expéditif. Et, en février 2017, c'est Kim Jong-nam lui-même, l'héritier déchu, qui est assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur. Le message est clair, le nouveau timonier est le seul maître à bord. À l'étranger, où c'est surtout son obésité et sa coupe de cheveux ridicule qui frappent, on se l'imagine volontiers en tyranno capricieux, menant une vie de pacha entre ses courtisans et son épouse, la mièvre Ri Sol-ju, qu'il a épousée en juillet 2012 et qu'il vient récemment de proclamer première dame de Corée. Mais en fait, Kim Jong-un est aussi intransigeant que ses prédécesseurs. Dur à la tâche, très obstiné, encore plus méfiant, il est avant tout inflexible. Loin du dégel espéré lors de son avènement, l'ordre moral règne et la répression bat son plein. À Pyongyang comme en province, où même des délits mineurs sont punis de mort. Il en va de même sur la scène internationale. Après les essais balistiques qui se multiplient, il accélère la cadence nucléaire, avec 4 essais en 3 ans, en février 2013, janvier et septembre 2016 et septembre 2017. En dépit des condamnations virulentes de l'ONU, qui affectent l'économie nord-coréenne, en décembre 2014, il s'affirme également en parrain du cyberterrorisme en s'attaquant au groupe Sony, qui distribue une pochade qui le tourne en ridicule. 4 ans plus tard, il se livre une véritable battle d'insultes avec le président Donald Trump, qui le traite de Little Rocketman. Il n'aura pas fallu 10 ans pour que Kim Jong-un succède à Kim Jong-il dans le rôle du super-vilain à la James Bond qu'on adore détester. Mais, en tacticien digne de ses ancêtres, Kim Jong-un sait aussi surprendre. Malgré la vétusté de l'appareil productif et la sévérité du boycott international, l'économie nord-coréenne se redresse. À Pyongyang, confirment tous ceux qui s'y rendent, on construit à tout va. Les magasins prospèrent et le trafic routier s'intensifie. Comment le régime s'y prend-il ? Certes, depuis mars 2013, Kim Jong-un a lancé sa stratégie jumelle, conjuguant force nucléaire et développement économique. Mais il n'a pas les moyens de ses ambitions, d'où le spectaculaire revirement de janvier 2018,
Kim Jong-un se dit prêt à revoir sa politique nucléaire et balistique pour peu que les États-Unis et l'ONU acceptent de réduire le blocus économique. Et, pour témoigner de ces nouvelles dispositions bienveillantes, il multiplie les sommets avec la Chine, la Corée du Sud et même les États-Unis. Singapour, juin 2018, Hanoï, février 2019. Bluffe-t-il? Obtiendra-t-il gain de cause? L'avenir nous le dira. Mais de la démocratie et des droits de l'homme, il n'est plus guère question. En d'autres termes, qu'il s'en tienne au chantage nucléaire ou qu'il s'entrouvre à l'économie de marché, son régime semble avoir encore de beaux jours devant lui. Le système Kim. La dictature est la chose du monde la mieux partagée, serait-on tenté de dire en parodiant Descartes, si le sujet prêtait à rire. Les despotes cruels, les tyrans sanglants, les autocrates fanatiques n'ont jamais fait défaut. Aucune époque, aucun continent, aucune idéologie ne sont épargnés. Mais les Kim sont hors catégorie. Une telle constance, une telle obstination, une telle intensité dans l'absolutisme repoussent les limites du genre. Comment les Nord-Coréens ont-ils pu consentir? Comment peuvent-ils tenir? Comment pourront-ils continuer? L'habileté manœuvrière des trois Kim, leur absence de scrupules, leur opportunisme assumé, expliquent leur réussite. Mais pas seulement. Leur pouvoir repose aussi sur un système complexe qui combine fondamentalement trois logiques: l'exaltation de la résistance nationale, le culte de l'histoire coréenne et la sophistication de l'appareil répressif. L'histoire de la Corée est une épopée. Embarcadère chinois puis russe pour les mers chaudes, débarcadère japonais puis américain vers l'immensité asiatique. La péninsule n'a jamais cessé d'aiguiser l'appétit de ses puissants voisins. Toujours envahis, souvent annexés, parfois libérés, les Coréens ont intériorisé cette menace jusqu'à en faire leur raison d'être. En somme, leur destin serait d'être à la fois victimes et résistants. Et de fait, le XXe siècle s'est appliqué à leur donner raison. Ils ont été brutalement ouverts à l'impérialisme occidental, colonisés par le Japon entre 1910 et 1945, brisés par la guerre froide entre 1950 et 1953, mais ils ne s'en sont pas moins redressés, au nord comme au sud. Quitte à bâtir deux systèmes antinomiques, ils n'en sont pas peu fiers, et c'est ce qui confère son originalité au nationalisme coréen. Il est avant tout résilient. Les Kim l'ont bien compris, qui se sont érigés une fois pour toutes en héros de la cause nationale. Kim Il-sung, bien sûr, ayant pris part à la lutte anti-japonaise avant de s'en arroger tout le mérite, il a fondé tout son règne sur sa légitimité résistante et son droit éternel à la reconnaissance populaire. Pour ancrer cette légitimité, sa propagande est allée jusqu'à prétendre qu'elle serait héréditaire. Ce serait à ses ancêtres qu'on devrait l'incendie du général Sherman, un vapeur américain qui, à l'été 1866, avait tenté de forcer le port fluvial de Pyongyang. Kim Jong-il et Kim Jong-un n'ont pas changé de stratégie. Tout en continuant à stigmatiser le Japon, l'ancienne puissance coloniale, ils ont élargi le spectre de la résistance. L'ennemi à combattre, désormais, c'est l'étranger. Les États-Unis, bien sûr, avec qui le Nord demeure techniquement en guerre, puisque seul un armistice a été signé en juillet 1953, mais aussi tous ceux qui, aux Nations Unies, dénoncent le régime de Pyongyang et lui imposent un boycott économique de plus en plus dur. De leur paranoïa, ils ont fait un ferment collectif. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'ambition atomique du régime. Nous n'y voyons qu'un caprice de despote, doublé d'une menace pour la paix régionale. Les Nord-Coréens, eux, considèrent que les héritiers de Kim Il-sung ont repris glorieusement le flambeau patriotique. Dans un pays aussi cadenassé, le thème fait mouche. Le régime Kim est despotique. La situation se dégrade. La famine guette, sans doute. Mais c'est le prix à payer pour rester indépendant. Comment comprendre sinon qu'à chaque tir de missile, à chaque essai nucléaire, des centaines de milliers de Nord-Coréens sortent dans les rues pour acclamer leurs dirigeants? On les y forcerait? C'est difficile à croire, ils sont trop nombreux. C'est bien leur orgueil national qui les pousse. Les Kim en profitent. Voilà 3/4 de siècle que le nationalisme engraisse leur absolutisme. La Corée éternelle. S'ils vivent intensément leur appartenance nationale, les Coréens n'en sont pas moins divisés. Paysans, artisans et plus tard ouvriers, aristocrates et lettrés, commerçants et entrepreneurs, civils et militaires, habitants du nord montagneux et céréaliers, comme riziculteurs du sud, tempérés. Tous ont leur intérêt et leurs ambitions qui s'opposent ou se combinent. Au gré des alliances, la Corée est ainsi passée par des phases combattantes où les militaires tenaient le haut du pavé, des âges mercantiles où ses artisans rayonnaient en Asie et une longue période agrarienne, dominée par une aristocratie terrienne, pétrie de morale confucianiste.
À chaque changement, une nouvelle dynastie s'empare du pouvoir pour guider les pays dans la nouvelle direction. Aux Kim de Shilla, premier millénaire, ont ainsi succédé les Wang de Koryu, du Xe au XIVe siècle, puis les Li de Joseon, de 1392 à l'annexion japonaise. Kim Il-sung s'inscrit dans cette filiation. À sa naissance, la Corée a cessé d'exister. Incapable de s'adapter aux changements, chahutée entre jacquerie et ingérence étrangère. La dynastie Li a perdu tout crédit. Le Japon en a profité pour faire main basse sur le pays. En s'emparant du pouvoir, il a donc renoué avec la tradition, changé de dynastie pour initier une ère nouvelle. Modernité oblige, il a adopté la rhétorique du temps. La Corée du Nord s'est ralliée à la République et au socialisme révolutionnaire. Mais cette révolution a tout d'une restauration, puisque Kim Il-sung rétablit la monarchie héréditaire, remplace l'aristocratie foncière par une élite d'officiers et de technocrates, et renvoie le peuple à son obéissance séculaire. Les Nord-Coréens se sont ralliés à ce nouveau régime qui ressembla à l'ancien, avec d'autant plus de facilité qu'ils n'en avaient jamais connu d'autre. Pour que les choses soient claires, contrairement au Sud qui, en 1948, a choisi de porter un nouveau nom, celui de Hankook, le pays des Han, Pyongyang a tenu à conserver l'antique appellation de Joseon, le pays du matin clair, qu'arborait la royauté. La Corée éternelle, c'est la Corée du Nord. Pour prouver que le régime est le dernier avatar, la métamorphose ultime, la mue la plus aboutie de toute l'histoire coréenne, Kim Jong-il n'a pas hésité à proclamer une ère nouvelle, en juillet 1997. Conçue en l'honneur de Kim Il-sung, elle porte le nom de Juche, sa version du socialisme, et débute naturellement en 1912, l'année de sa naissance. Il y aurait donc deux périodes dans l'histoire de la Corée, celle d'avant Kim Il-sung et celle d'après. Et il n'y en aura pas d'autre. Pour sceller ce lien entre le passé et l'avenir, le régime multiplie les références au mont Paektu. D'après la légende, c'est là que serait né Tangun, l'ancêtre de tous les Coréens. Pour la propagande, dans les veines de Kim Il-sung, qui s'y est battu, de Kim Jong-il qui y serait né, et de Kim Jong-un qui vient s'y ressourcer, coule le sang glorieux de Paektu. En 2012, le régime a achevé la construction de la tour Yongbyon, un édifice pyramidal de 323 mètres, qui imite le caractère chinois signifiant montagne et domine tout Pyongyang de sa masse. Symboliquement, les Kim ont érigé un nouveau mont Paektu. Ils sont la réincarnation de Tangun, la boucle est bouclée. La dictature machine. Mais, pour régner, endoctriner les consciences ne suffit pas. Il faut aussi contrôler les corps et les esprits. La dictature Kim est un modèle du genre. Ses moyens de contrôle sont protéiformes. Il y a d'abord l'armée populaire, 2 millions d'hommes pour une population de 25 millions d'habitants, qui maintient l'ordre tout en veillant jalousement sur ses privilèges. La police et ses réseaux parallèles, qui surveillent tout et tout le monde, les camps de concentration, où 150 à 200 000 personnes, délinquants, criminels ou agents disgraciés, croupissent dans la terreur et l'infamie. Il y a ensuite l'État, et surtout le Parti du Travail et ses 3 millions d'adhérents inextricables, labyrinthe bureaucratique, où la faveur, la corruption et la chance sont les seuls sésames. Viennent enfin les services de la propagande qui gèrent les médias, radio, télévision et cinéma, organisent les défilés et les spectacles chorégraphiques auxquels la population participe de gré ou de force, et administrent les studios Mansudae, qui lancent slogans et campagnes, peignent les fresques à la gloire du régime et sculptent les innombrables statues du clan Kim. Il y en aurait plus de 30 000. Entièrement voué au service de la dynastie, cet appareil dictatorial profite d'un savoir-faire séculaire. Réputé depuis des siècles pour ses papetiers, ses orfèvres et ses potiers, la Corée a su très tôt organiser ses circuits d'approvisionnement, de production et de distribution, et former ses artisans, ses ouvriers et ses ingénieurs. Au XVe siècle, Sejong, le Henri IV coréen, a même doté son pays d'un alphabet, unique en son genre dans l'océan idéogrammatique chinois, pour faciliter la diffusion des innovations techniques. C'est ce qui explique que, le moment venu, la Corée se soit facilement industrialisée, les capitaux japonais ayant accéléré le mouvement durant la période coloniale, surtout au nord d'ailleurs, riche en charbon et en minerais. En arrivant au pouvoir, les Kim ont détourné le système à leur profit, pour instaurer une véritable dictature industrielle, menant de front et avec les mêmes méthodes, contrôle de la production et contrôle idéologique. Certes, en privilégiant l'industrie lourde, Kim Il-sung a mené son pays dans l'impasse, mais ses successeurs ont su s'en sortir en montant en gamme et en développant l'industrie agroalimentaire, la chimie, l'aéronautique, le numérique et bien sûr le nucléaire. En d'autres termes, la bombe atomique n'est pas qu'une arme de chantage qui menace la paix régionale.
elle constitue aussi un moyen de consolider la machine dictatoriale en interne. C'est également à cette logique industrielle que le régime de Pyongyang doit sa plasticité. La péninsule coréenne a toujours été un creuset. Morale confucéenne, inventions chinoises, sciences occidentales, technologies japonaises ont été accueillies avec curiosité, décortiquées avec précision et adaptées aux savoir-faire locaux. Les conglomérats sud-coréens en administrent constamment la preuve, à commencer par Samsung, qui, en moins de 10 ans, a inondé le monde de ses smartphones. Les Kim n'ont pas agi différemment. Leur dictature tient à la fois du militarisme japonais, du stalinisme soviétique, de l'autocratie maoïste et des satrapies orientales, et combine hardiment toutes ces composantes. Quant à Kim Jong-un, quittant la tour d'ivoire de ses prédécesseurs, il s'accommode avec succès de cette tyrannie New Look qu'exercent désormais les médias numériques. En somme, la dictature tourne à plein régime. Est-elle à l'abri d'une panne généralisée? Non, aucune machine ne l'est, aussi sophistiquée soit-elle. De fait, Kim Jong-un doit se préparer à piloter par gros temps. Le blocus de l'ONU étrangle l'économie nord-coréenne. L'ouverture au sud patine. Les négociations avec Washington semblent dans l'impasse. Mais le régime en a vu d'autres. Il est rodé pour tenir. Il n'a pas d'adversaire interne à redouter. Même l'obscur groupuscule qui s'est récemment autoproclamé gouvernement nord-coréen en exil, se réclamant d'un neveu de Kim Jong-un, comme s'il n'y avait d'alternance possible qu'au sein de la famille, ne représente pas une menace. Il y a déjà plusieurs décennies que les Nord-Coréens ont pris l'habitude de dire qu'ils habitent le pays de Kim Il-sung. Tant qu'ils en seront persuadés, la dynastie rouge restera sur son trône.